C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Et alors, ce fut la réponse de François Fillon aux journalistes à propos des costumes offerts par un mystérieux ami pour 48 000 €. Moi, mise en examen, quelle importance, ça ne change rien. Les juges, ils complotent contre moi, c'est un assassinat politique. Et alors, me direz-vous ? Mais oui, alors quoi? Eh bien, alors rien. Il ne se passe rien. François Fillon est là, fier d'être, comme il l'a dit, un combattant balafré. Il se prendrait presque pour le Christ sur le Golgotha. Marine Le Pen, elle, ne se rend pas chez les juges et fait un immense bras d'honneur à la justice. Manuel Valls, catalan et rebelle, ne soutiendra pas Benoît Hamon comme il s'était engagé d'ailleurs. Et parce que dans le fond, il n'y arrive pas. Mélenchon est lui génétiquement insoumis, mais ça on le savait. Quant à Emmanuel Macron, il a défié son mentor depuis longtemps, François Hollande, et fait un tri sélectif avec les socialistes qui veulent le rejoindre et met en pratique une sorte d'immigration choisie. Ce ne sera pas donné à tout le monde de soutenir Macron. Mais qu'est-ce que c'est que cette campagne de rebelles? Ce ne sont plus les Français qui sont rebelles, ce seraient leurs hommes et leurs femmes politiques. Donc, on va en parler. Je vous présente nos invités sur ce plateau. Bonsoir Roland Carol. Vous êtes directeur associé de recherche au CEVIPOF et vous venez de publier chez Grasset Les raisons de la colère, l'élection de la dernière chance. Et donc, c'est oui, chez Grasset, je l'ai dit. Gaël Brustier, vous êtes politologue et spécialiste des radicalités. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté de vous, donc Claude Askolovitch, écrivain, éditorialiste et auteur de Comment se dire adieu chez Lattès. Avant de parler de politique française, un mot des législatives. Aux Pays-Bas, le leader d'extrême droite, Geert Wilders, n'a pas réussi sa percée. C'est la droite libérale, incarnée par le Premier ministre Mark Rutte, qui l'a emporté. On l'écoute. C'est la nuit où les Pays-Bas, après le Brexit, après les élections américaines, ont dit stop à cette mauvaise forme de populisme. Alors Gaël Brustier, je me tourne vers vous. Cette forme, c'est une drôle de formule, le mauvais populisme. Y aurait-il un bon populisme? À un moment, on parlait du populisme light que pourrait incarner, à un moment, disait François Fillon, ou Sarkozy font du populisme light. C'est quoi la différence entre mauvais populiste et bon populisme? Alors déjà, là, aux Pays-Bas, il y a deux résultats importants. Wilders ne parvient pas à opérer la percée qu'il prétendait pouvoir opérer, et oui, ça au grand dam de tous ses alliés européens, dont l'AfD allemande, etc., qui sont quand même relativement déçus par ce résultat. D'autre part, il y a l'effondrement de la grande famille social-démocrate néerlandaise qui a perdu 90% de ses effectifs électoraux, et ça en dit très long sur la crise de la social-démocratie en Europe. Et enfin, il y a la question du populisme. Le populisme néerlandais tel qu'il est pratiqué par Wilders a beaucoup à voir avec la question de l'islam depuis 15 ou 20 ans et le caractère envenimé de ce débat-là. On se souvient que Pim Fortuyn, qui était son prédécesseur électoral, avait été assassiné et que cette thématique-là est une thématique assez nouvelle parce que ce sont ces nouvelles formes de droite radicale qui n'émanent pas du mouvement néofasciste de l'après-guerre, mais qui au contraire sont sui generis et se greffent sur les thématiques du multiculturalisme et de la gestion du multiculturalisme dans les sociétés européennes, notamment en lien avec le libéralisme culturel. Donc c'est une forme d'extrême droite assez originale, assez populiste authentiquement dans la mesure où elle fait une critique radicale des mauvais fonctionnements de la démocratie, et extrêmement identitaire, mais d'un point de vue assez nouveau, avec ce pas de côté par rapport aux vieilles idéologies, qui est le sien, 13 et quelques %. Il n'a pas acquis la centralité en fait du jeu politique néerlandais. Claude Askolovitch et après Roland, comment expliquer que l'extrême droite néerlandaise est à ce point percée? C'est un pays quand même prospère, il n'y a pas beaucoup de chômage, c'est un pays hyper tolérant. Comment expliquer ce mouvement-là? Le point de départ de l'extrême droite néerlandaise, c'était donc un monsieur, on en a parlé, Gaël en a parlé, qui s'appelait Pim Fortuyn. Il y a plusieurs années. Pim Fortuyn était un journaliste libéral, libertaire, homosexuel, amoureux de l'Italie, qui ne supportait pas que dans sa bonne ville de Rotterdam, des imams intégristes vouent les homosexuels aux gémonies. Et il avait lancé le populisme, qui deviendra un quasi-fascisme néerlandais après lui, au nom des valeurs positives de tolérance de la société néerlandaise, avec ce paradoxe absolu que vous pouvez retrouver aujourd'hui chez Marine Le Pen, au nom de la défense des femmes, etc. On va stigmatiser les musulmans. Donc le point de départ était là. Au nom de la spécificité tolérante néerlandaise, Pim Fortuyn,
homosexuel, libéral, libertaire, lancer un mouvement qui allait tout déborder. À l'époque, la droite et la gauche néerlandaise gouvernaient ensemble. C'était le gouvernement des meilleurs. Donc il y avait ce rejet-là. Après, il s'est passé autre chose. Fortuyn est assassiné. Rien à voir avec l'islam, c'est un écologiste fou qui l'assassine. Mais il y a un autre assassinat d'un journaliste qui s'appelait Theo van Gogh, qui était une espèce de bouffon très décapant de la société néerlandaise, là, qui est attaquant tout le monde, qui lui est assassiné sur fond d'irrédentisme musulman. Et là, il se passe deux choses. Wilders, qui prend donc la suite, dit deux choses. Et c'est peut-être ça, Ruth, le bon et le mauvais populisme. Il y a d'une part des attaques d'une violence inimaginable contre l'équilibre de la société hollandaise et contre les musulmans, pas les intégristes, les musulmans, d'une part. D'autre part, une détestation de l'Union européenne et une volonté de la fracasser. Donc beaucoup de gens, dans les droites, convenables, y compris peut-être au Parti libéral qui gouverne actuellement, peuvent se dire, bon, la question identitaire, on va pouvoir en faire notre affaire. Il y a des gens qui ne sont pas très amis avec les musulmans chez les libéraux, mais au moins on ne sacrifie pas l'Europe. On pourrait presque dire qu'il est peut-être un bon populisme qui serait identitariste et un mauvais populisme qui abîmerait l'Union européenne. Vous la formule. Dans leur tête. Roland, j'imagine que Marine Le Pen se serait félicitée, bien sûr, de la victoire de son ami, comme elle dit, Geert Wilders. Elle l'a dit ici sur ce plateau mardi. Ce populisme-là, la xénophobie de Geert Wilders, est-ce qu'on peut la comparer au Front National en France ? Oui. Ou c'est quand même plus musclé, l'Europe s'est fait plus décomplexé. L'Europe s'est fait un petit peu peur avec ces élections néerlandaises, puisqu'on savait que les 5 autres partis néerlandais refuseraient toute alliance avec ce populisme-là, et qu'il n'y avait donc aucune espèce de risque que l'extrême droite arrive au gouvernement, à la tête du gouvernement. Bon. Il a fait encore moins que prévu, ça rend les choses plus simples. Mais enfin, ne nous racontons pas non plus des histoires sur le danger imminent, permanent. C'est comme crier au loup. Il va falloir un jour, personne n'y croira plus. Bon, oui, il y a quelque chose de commun. C'est évidemment l'attaque contre l'islam. Et elle est plus claire encore chez Wilders, parce que c'est l'islam, et pas seulement l'islam intégriste. C'est les Marocains qui vivent sur le sol hollandais, qui sont décrits comme des gens qui empêche la société hollandaise de vivre en paix. On décrit le Coran comme étant Mein Kampf. Voilà, ça, une violence anti-musulmane à laquelle il est possible que certains chez Marine Le Pen rêvent, mais que même elle n'ose pas exprimer dans ses formes. Mais c'est ça, c'est ça qui fait quand même le succès. C'est qu'en effet, vous le dites, il y a une croissance très supérieure aux Pays-Bas, il y a un chômage très inférieur à nous, mais l'ensemble de l'axe sur lequel elle est, c'est l'un seulement des axes de Marine Le Pen. Lui, il n'a pas du tout un programme économique de gauche comme voudrait l'avoir Marine Le Pen. C'est uniquement sur les thèmes identitaires et anti-musulmans qui fait son relatif succès. Il y a quelque chose qui rendait fou les Néerlandais depuis longtemps, c'est le parfait équilibre de cette société. La gauche gouverne avec la droite et tout va s'arranger. Le PVDA, le parti travailliste qui disparaît là, gouverne avec la droite, les libéraux, tout s'arrangeait. Et à un moment donné, une société qui se croyait en parfait équilibre s'est révélée frustrée et en besoin d'exutoire, de bouc émissaire, d'identitarisme. C'est ça aussi qui a produit ce qui arrive aujourd'hui. C'est pas indifférent de voir que le parti travailliste modéré PVDA est remplacé par un parti écologiste de gauche, GroenLinks, qui lui a obtenu un succès dans ces élections. Il y a un besoin de réidentification des camps politiques. C'était pas la culture néerlandaise, mais plus la culture française. Mais comme quoi, ils y viennent aussi. Alors, la culture française, je le disais tout à l'heure, en début d'émission, on a le sentiment qu'au fil des campagnes, il était de bon ton de dire, dans le fond, que les Français sanctionnaient leur politique. Aujourd'hui, ils ne suivent ni les sondages, ni la pensée dominante des médias. Et les rebelles, on a l'impression que ce sont les politiques qui ne vont plus à la convocation des juges, qui continuent leur campagne, même mise en examen. C'est nouveau. Roland, est-ce que vous avez, vous qui avez vu aussi beaucoup de campagnes électorales, on parlera de votre livre dans un instant, peut-être d'ailleurs pourra expliquer d'ailleurs les raisons de cette colère, mais la colère, elle a l'air plutôt du côté des politiques aujourd'hui qui se rebellent, qui disent les juges, on s'en fout, les médias, ils disent n'importe quoi, et les sondeurs, n'en parlons pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est parce que les Français ont montré qu'ils voulaient changer, que les hommes politiques se permettent ce ton-là. Si vous regardez, on avait en septembre dernier
un sondage qui nous disait que 86% des Français, c'est pas rien, 86, ne voulaient surtout pas dans cette présidentielle d'un match revanche Sarkozy-Hollande. On aurait laissé faire les partis dans leur jeu traditionnel. Nous avions Hollande, président sortant, qui se représentait. C'est les Français qui l'ont empêché. En disant dans les sondages qu'il n'en voulait pas, il a constaté qu'il n'avait pas d'espace politique pour regrouper même son camp. Et ce sont les Français, dans des primaires, qui ont renvoyé Nicolas Sarkozy sèchement à ses chères études. C'est les Français, c'est les citoyens qui ont fait ce double départ. Et ce sont eux aussi qui ont fait que les deux... Pas dégagisme, on n'en veut plus. Ne faisons pas de populisme avec les autres. C'est les Français aussi qui ont dit, il y a deux premiers ministres dans le coup, Juppé et Valls, on n'en veut pas non plus. Ouais. Et c'est sur ce fond-là, et par ailleurs avec un Macron qui lui dit, il y en a assez de la guerre de religion, gauche-droite, faisons plutôt émerger un gauche et droite, ce qui rompt avec le vieux centrisme français, ni gauche ni droite, lui c'est gauche et droite. Tout ça mis en place... Et les Français ayant l'air d'y répondre plutôt favorablement, qui explique à mon avis pourquoi les hommes politiques, du coup, jouent eux-mêmes maintenant les rebelles. C'est vrai, cette guerre de religion dont parle Roland, les Français n'en veulent plus, cette gauche et cette droite. C'est Aron qui disait l'hémiplégie. Enfin, il reprenait... il reprenait cela à son compte, sur l'hémiplégie de la droite et la gauche. Et aujourd'hui, on a un candidat qui celui de ni droite ni gauche, dans le fond, c'est Macron. C'est contradictoire. Les Français, dans les primaires de la droite, ont voté pour le candidat le plus identitaire de droite, travaillant systématiquement, titillant chaque zone érogène du public de la droite la plus traditionnelle, avec cette jouissance absolue de son élection par 4 millions de personnes. C'est sexuel. François Fillon pense qu'il est beau, et il pense qu'il est tellement beau et tellement désiré, tellement désirable et tellement adéquat qu'en dépit de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il masque peut-être et de ce qu'on lui reproche, il pense encore qu'il était exactement à l'intersection de ce qu'il fallait. Et donc il n'est pas rebelle, il est acculé. Mais en même temps, il est fort de l'évidence qu'il avait portée au moment des primaires. Même chose pour Benoît Hamon. Quand on entend Benoît Hamon ce matin avec un discours qui prend la rupture avec tout ce qui a pu être fait par les gauches de gouvernement, même s'il met dans son main, globalement, c'est une rupture. Il y a une réidentification de la gauche telle qu'elle a toujours été, à tort ou à raison, avant qu'elle ne s'affadisse en étant aux affaires. Donc, on peut aussi dire qu'il y a un besoin dans différentes parts de l'opinion de quelque chose qui serait vraiment à droite, Fillon, qui serait vraiment populiste, Marine Le Pen, qui serait vraiment de gauche, Benoît Hamon. Mais c'est minoritaire. À côté de ça, 1 + 1 + 1. À côté de ça, Macron, c'est très compliqué. Macron, une séduction individuelle, elle est évidente. Macron poursuit des lignes. Ce qui a été fait pour parvenir à la modernisation heureuse de la France dans l'Europe, et on continue, il est plutôt plus avenant, infiniment plus intelligent et beaucoup plus sioux que ceux qui l'ont précédé. Quand Emmanuel Macron s'en va faire des bisous à Philippe de Villiers expliquant qu'il n'est pas socialiste, quand il s'en va expliquer qu'on a vraiment été méchant et qu'on a humilié les gens de la Manif pour tous, quand il va voir les chasseurs pour leur dire que la chasse, mon Dieu, fait partie de la culture française, qui en fait, il dit culture française, on lui reprochait de ne pas le dire. Il joue cet intellectuel, ce philosophe, cet énarque, ce technocrate de gauche, moderniste, il joue avec une France de droite. Il sait qui est identifié. Il ne dit pas « j'abolis la droite et la gauche ». Il dit « je prends des morceaux de gauche et des morceaux de droite ». Donc les identifications restent. Simplement, lui prétend prendre des morceaux de chaque. C'est pas la gauche la France, c'est pas la droite la France, comme disait mon général. Il avait fait ce constat au moment de la loi Macron, où dans le fond, il ne comprenait pas, Macron, que la droite ne vote pas son projet. Donc, dans le fond, ce discours-là de Macron aujourd'hui, est-ce qu'il peut être entendu ou c'est fragile aux oreilles des Français? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont se dire, mais dans le fond, Macron, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Est-ce que c'est pas Hollande en plus jeune et plus beau? Macron répond d'abord à une crise qui est la véritable crise de régime en fait, de la Ve République et qui voit les deux grandes familles politiques qui l'ont porté, la famille qui est rassemblée autour de LR et la famille rassemblée autour du Parti Socialiste, s'effriter, voire s'effondrer. Et on voit que leur élimination du second tour est tout à fait probable. Lui, il y répond de quelle manière? Il y répond en étant à la fois le modernisateur en chef et le candidat des élites, contestataire des imperfections de la Ve République au nom des intérêts de groupes sociaux plutôt favorisés
et des élites du pouvoir. Et d'autre part, il y répond parce que en adoptant un discours, une stratégie discursive qui est une stratégie d'idéologie du Rassemblement national, en fait. Qui que vous soyez, nous avons au-dessus une harmonie à retrouver dans le pays qui doit être garantie par un pouvoir nouveau débarrassé des luttes claniques et du clivage gauche-droite. Et gauche et droite, on doit additionner plus que soustraire. Et donc, je suis le candidat qui est le candidat qui va dépasser ce vieux système partisan. D'une certaine manière, il a raison, parce qu'il y a une vraie crise du système partisan. Il a raison de s'y prendre comme ça. C'est un jeu d'équilibriste tout à fait assez périlleux, parce qu'à un moment donné, on peut s'apercevoir des contradictions, des grandes contradictions. Mais il suffit, pour l'instant, il roule plutôt à droite. Pour l'instant, il roule à droite, il roule sur la voie de droite, puisque Fillon a des problèmes. Pour l'instant, c'est simple, il drague à droite. Et d'ailleurs, il a ça en lui. On n'est pas impunément d'une bonne école d'Amiens et du Touquet. Il a ça en lui. Ce qui est intéressant dans Emmanuel Macron, c'est que si on prend les différentes couches, beaucoup de gens peuvent s'y retrouver. Je dis qu'il a ça aussi en lui. Pardon, Roland. Il est aussi rocardien. Moi, je veux bien qu'on fasse de la psychologie élémentaire, mais enfin, je ne sais pas ce que Macron a en lui, moi, mais je vois ce qu'il a comme programme, et dire qu'il roule pour la droite, c'est pas avoir lu... roule à droite. Drague à droite, c'est ce que j'ai dit actuellement. C'est pas avoir lu son programme économique, c'est pas avoir lu... avoir écouté ce qu'il dit, pardon, Roland. Mais lui, il entend des choses que les gens ne disent pas. Moi, je les écoute, ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent. Sur le plan économique, c'est quand même largement le modèle social-démocrate suédois qui est repris. Oui, que ce soit sur les la retraites, que ce soit sur le chômage, qui sont quand même des sujets qui intéressent fortement les Français. Ils ne roulent pas à droite. Ils roulent pour un mode d'organisation qui est le mode d'organisation social-démocrate des pays nordiques. Non, il n'est pas sur la social-démocratie des pays nordiques parce qu'il fait... Pardon, lire, Roland, oui, je sais lire. Vous savez écouter, mais vous savez pas lire. On ne va pas se disputer. La social-démocratie des pays nordiques, et vous le savez mieux que moi, implique des syndicats extrêmement forts. Macron, et c'est là où il est transgressif et intéressant par rapport au vieux modèle français, se passe totalement des syndicats comme puissance. Nous avons des syndicats faibles. Comme puissance, très bien. Oui. Mais donc il n'est pas dans la social-démocratie nordique, puisqu'il fait par-dessus les syndicats nationaux. Mais il est dans le compromis. Très bien, mais donc c'était simplement pour dire qu'il n'est pas dans la social-démocratie nordique, puisqu'il veut faire sans les syndicats, par exemple sur la retraite. Bon. Et oui, en ce moment, il parle à droite. Ça ne veut pas dire que son programme est un programme de droite traditionnel. Il est libéral en matière sociétale. Économiquement, mon Dieu... Roland a l'œil noir. On va changer de sujet. Non, Roland pense que la gauche française a très souvent oublié l'héritage libéral dans son idéologie, contrairement à beaucoup de gauches européennes et mondiales, et que pour la première fois, on a un essai de synthèse qui ne soit pas la synthèse hollandaise, où il y a aussi du libéralisme dans son optique de gauche. Alors, on passe à un certain François Fillon, qui fait désormais de son chemin de croix presque un argument électoral. Écoutez ce qu'il disait hier. On va écouter. Je viens de loin. Je suis un patriote qui a donné le meilleur de lui-même. Je suis comme ces combattants balafrés qui n'ont pas appris la vie dans les livres. J'ai pu faire des erreurs, mais qui n'en a pas fait? Et d'ailleurs, ceux qui n'ont jamais fait d'erreur ne sont pas nécessairement les êtres les plus justes et les plus solides. Donc François Fillon, c'est ma femme, mes enfants, mes costards, ma mise en examen, mes emmerdes. Et là, il nous dit, je suis un guerrier couturé, blessé, j'ai traversé le feu, je vais y arriver. En quelque sorte, est-ce qu'aujourd'hui, cet argument-là peut le sauver, en quelque sorte, où vous dites, il est cuit de chez cuit? Non, il n'est pas cuit. Enfin, on est à 40 jours d'une élection, dans une campagne présidentielle où on a vu bouger énormément l'opinion. Et on a vu un candidat, lui, perdre une dizaine de points. On a vu Macron en gagner 10. On a vu un chassé-croisé entre Mélenchon et Hamon. Donc des choses ont beaucoup changé. Elles peuvent encore beaucoup changer pendant 40 jours, d'autant qu'il y a encore plus de gens qui s'intéressent à l'élection présidentielle et qui arrivent dans la campagne. Et que si vous prenez les trois têtes dans les sondages aujourd'hui, Le Pen, Macron et Fillon, ils sont dans un mouchoir de poche. On va voir le sondage. Donc, moi, je ne me risquerais pas à dire que c'est impossible pour Fillon de reconquérir, au moins en partie, certains des 10 points qu'il a perdus. D'accord. Mais aujourd'hui, sur ce thème-là. Oui, bien sûr. Cependant, c'est quand même inédit, Claude, Gaël, une campagne électorale avec effectivement un candidat mis en examen. On a l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. Et finalement, ça passe. Ça passe. On a un candidat
mises en examen. Et dans le fond, on s'en émeut pas trop. On n'a pas le choix. Et on est un peu la risée de tous les pays à l'étranger. Les gens connaissent Marine Le Pen et François Fillon. Pour différentes raisons. Que notre système politique, notre système politico-médiatique soit bienveillant aux gens qui transgressent, ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Oui. S'il ne l'a pas été... Mais là, c'est pardonnez-moi, jamais Alain Juppé n'aurait pu apparaître à un moment donné comme un sauveur parce qu'il avait été condamné dans des affaires de financement politique. Jamais Lionel Jospin, qui était le premier secrétaire du Parti socialiste à l'époque de l'affaire Urbain, n'aurait pu apparaître comme le parangon de la morale. Je ne passe même sur les mensonges sur le passé. Jamais Jacques Chirac, jamais, etc., etc. Donc oui, il y a une spécificité française. On va dire que le cas Fillon exacerbe, pousse jusqu'au ridicule et jusqu'à la souffrance, parce qu'il y a aussi quelque chose d'infiniment cruel. Je dis tout de suite que je m'en fous totalement de la cruauté à l'égard des hommes politiques. Ils l'ont cherché, ils l'ont voulu, comme disait Georges Dandin. Mais il y a quelque chose d'effectivement de très sadisant de la part des médias qui l'ont porté au nu, qui ont expliqué qu'il était tellement bien habillé. Mais finalement, ses costumes ne sont pas lui. Pourquoi, oui. Donc maintenant, seule la raillerie serait possible. On est effectivement dans une impossibilité narrative où un homme qui porte un programme très identifié, réellement de droite, pour le coup, Roland Quérol, culturellement... Qu'est-ce qui peut le sauver? Son programme peut le sauver ou pas? Est-ce que son programme... Si à un moment donné, des gens considèrent qu'en dépit de lui-même, il porte la potion magique ultralibérale qu'il faut à la France, et identitariste, alors il sera sauvé en dépit de lui. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Élisez-moi malgré moi. Ouais. Et c'est un programme, même s'il a, il a mis de l'eau un peu dans son vin, parce que dans le fond, c'est ce que fait aussi Hamon, à droite. Bon, François Fillon, légèrement, amende deux, trois petites choses, mais son programme reste d'essence, alors peut-être moins thatchérienne, on va dire, mais peut-être en tout cas de droite libérale, clairement. Il part d'un postulat, il y a un peuple de droite qui veut gagner. Ce peuple de droite, aujourd'hui, ne s'exprime pas forcément dans les sondages exprimés. Il peut être encore dans l'intention de s'abstenir. Et progressivement, ces électeurs-là, qui ne sont pas directement intéressés à la campagne présidentielle, vont revenir et vont choisir un candidat qui porte leur vision du monde, leur vision de la société, et ils vont se retrouver avec un seul vote possible qui est celui de François Fillon. Et c'est là-dessus qu'il compte. Au fond, il n'a pas tout à fait tort. La dernière fois, il y a 5 ans, tout un électorat est revenu voter Nicolas Sarkozy après avoir boudé et manifesté son souhait de s'abstenir, puis est revenu, non pas sur les thématiques identitaires, mais parce que c'était le candidat de droite et que la droite voulait gagner. On va voir le dernier sondage, si on peut le voir. Pendant ce temps-là, Roland, il est souvent dans tous les sondages, là, ces derniers temps. En fait, il ne bouge pas réellement dans les sondages Fillon. Écoutez, il y a son socle de 19% à 18% qui était le score du RPR de Chirac. Sauf qu'il était sorti de la primaire. Il était plutôt sorti à 27 en sortant de ses primaires. Il a donc quand même accusé le coup. Ça veut dire non, mais son socle est quand même... Ça veut dire que quelle que soit la mansuétude des Français à l'égard des turpitudes politiques, il y a des gens quand même qui le payent. Et là, il a payé ça. Il a payé le Penelope Gate. Il y a tout de même des électeurs de la droite, et singulièrement du centre, qui sont gênés par ces pratiques et qui, pour le moment, ne sont pas revenus. Parce que le socle, c'est très bien, on dit toujours, il garde son socle, mais le socle, il ne permet pas de passer au second tour. Ouais. Donc il lui faut récupérer, au-delà du socle, des gens qui ont été choqués notamment par les sommes dont on leur parlait, même s'ils trouvaient que c'était légal et pas forcément immoral. Des sommes pareilles les ont choqués. Ouais. Et donc, il faut qu'ils remontent, en effet, en disant, peu importe, excusez-moi pour tout ça, mais je suis votre candidat parce que vous voulez voter à droite. Pensez quand même, c'était un boulevard, comme l'a dit Juppé, cette élection pour la droite. Ouais. Il a payé de n'être aujourd'hui pas en mesure d'être au second tour. Si vous regardez bien ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, et en ce moment, je ne dis pas qu'il fera la même chose dans un mois, Emmanuel Macron parle à une France de droite qui pense qu'un programme libéral adouci est la solution, pour leur dire qu'il est une autre solution que François Fillon, plus avenante, plus douce, plus bienveillante, plus honnête. Il tend un miroir à une France provinciale pour lui dire qu'elle n'est pas forcément dans la dureté et dans la gêne qui entoure Fillon. Ce n'est pas un hasard, encore une fois, s'il parle aux chasseurs, s'il a parlé à la Manif pour tous, il sait à qui il s'adresse, à des gens qui, pour des raisons presque intimes, ne peuvent pas voter Fillon aujourd'hui, vu ce que renvoie Fillon. Il leur dit non. Il y a une autre possibilité de s'en sortir, regardez-moi. Et de ce point de vue-là, il repousse du pied, tel un commentateur de la BBC, quand ses enfants entrent dans la pièce, les gens de gauche qui voudraient se rallier trop vite à lui. Quelle transition. On va dire un mot de Hamon. Hamon, ça décolle pas.
ça décolle pas. Et puis, il essaye de ce rassemblement impossible. Et Manuel Valls se rebelle, puisqu'il avait dit que effectivement, il le soutiendrait. Et en fait, c'est plus fort que lui, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Pour lui, ça a été une mouche énervante, Hamon, pendant des années, lorsqu'il était Premier ministre, et que les frondeurs lui ont tournicoté autour. Et donc, c'est la vengeance du serpent à plumes, c'est quoi? En fait, il ne peut pas, enfin, viscéralement, il ne peut pas, idéologiquement, il ne peut pas. Il y a un combat homérique qui est en train de se mener au sein du Parti socialiste et à gauche, c'est celui de la définition de ce que sera la gauche d'après, ou du moins sur ses décombres. Et puis, il y a la campagne électorale, et cette campagne électorale présidentielle est totalement éclipsée par les impératifs de ce combat interne. Et on voit très bien, aujourd'hui, la grande difficulté qu'a Benoît Hamon, en réalité, à mener une campagne présidentielle, une campagne d'incarnation, dans un contexte où il est occupé toute la journée, soit dans des luttes de clans et de tranchées au sein même de son siège de campagne, soit dans la lutte pour imposer un renouveau programmatique, un renouveau de ce que c'est que le message de la social-démocratie en Europe. Ce n'est pas le seul pays où il y a des luttes de ce type, mais disons que le problème pour Hamon, c'est que ça se fait au pire moment. C'est-à-dire qu'il devrait être occupé à toute autre chose que d'être en train de mener ce combat-là et de faire des symposiums participatifs pour définir le programme dont ne veut pas une grande partie de l'aile droite ou de l'aile social-libérale du Parti socialiste. Mais il joue sous Roland Hamon sur un peu les problèmes de la social-démocratie, un peu de la culture du compromis. L'impression que c'est ce qui marche aujourd'hui. Je crois qu'il est coincé à la fois dans une contradiction programmatique, qui est l'addition d'une vision traditionnelle, en effet, socialiste ou social-démocrate, et sa volonté qui, moi, m'apparaît assez bobo, de faire un discours sur l'après-travail, l'après-croissance, le revenu universel, l'écologie en avant, qui se marie pas bien avec les vieilles revendications quantitatives de la social-démocratie. Il essaye de faire les deux. Puis il y a une autre contradiction, c'est la contradiction entre les frondeurs socialistes tels qu'ils sont et l'électorat socialiste. Ouais. L'électorat socialiste, il n'est pas du côté des frondeurs sur l'économie. Si vous regardez, ou sur n'importe quoi, vous regardez n'importe quel sondage publié en France, sur Internet, et vous regardez la réponse des Français, puis quelque part plus bas, les sympathisants socialistes. Et vous verrez que sur tous les sujets, les socialistes répondent à 1 ou 2 points près, comme les Français. Ça veut dire que ce n'est pas une gauche idéologique par rapport à la société française, c'est l'axe de la société française, les socialistes. C'est donc vous voulez réaxer le Parti socialiste à la fois plus à gauche et vers une modernisation jeune. C'est pas là qu'est l'électorat. On va passer à notre nouvelle chronique, la politique sur les réseaux. Mais un mot sur votre livre, quand même, Roland, les raisons de la colère, l'élection de la dernière chance. Pourquoi vous dites que c'est l'élection de la dernière chance, Roland Parce que je disais tout à l'heure que les Français avaient toujours sorti les sortants, depuis 40 ans quand même, c'est tout à fait exceptionnel dans le monde. À chaque élection générale, présidentielle ou législative, selon le calendrier, on virait ceux qui étaient au pouvoir avec cette idée qu'ils ne tenaient pas leurs promesses. Maintenant, on les vire tout court. Mais c'est toujours là pour la même raison. Les gens disent que... Non, mais les primaires, on les vire avant. Voilà. Oui, parfois on les vire avant, et puis après on les vire quand même. Et donc il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ces politiques-là. Et si par hasard ils arrivent au pouvoir et qu'ils sont amenés à changer de ligne, ils ne nous le disent même pas. Ils nous disent, comme l'avait fait Mitterrand, c'est la même politique qui continue sous une autre forme. Et donc, il y en a marre, quoi. Il faut qu'ils s'attaquent sérieusement à nos Mais comment problèmes. on s'y attaque à ce système-là, cette guerre de religion Je vois 2 façons de s'y attaquer dans le système politique. Il y a la façon extrême droite de Marine Le Pen, qui est on fout tout en l'air, on fait la préférence nationale, on sort de l'Union européenne, on sort de l'euro, on ferme les frontières et on se recroqueville sur une France qui renouerait avec un modèle purement français, sans immigrés si possible. Et puis il y a en effet le modèle macronien dans lequel... Il n'a jamais dit mondialisation heureuse. Quand j'entends des gens dire mondialisation heureuse... C'est à la main dont il ne veut pas. Voilà, je sais que c'est des gens qui ne sont pas très intéressés par le discours de Macron. Mais il est en effet pour à la fois une adaptation à la mondialisation, mais pour respecter une espèce de logique efficacité, justice. Et ça, ce sont les 2 façons de dire le système français de la Ve République
et le mode de régime partisan dans lequel on vit doit être transformé. Et c'est intéressant, au moins, reconnaissez-le, qu'on soit dans un moment où les deux candidats qui sont aujourd'hui susceptibles d'atteindre le second tour soient des gens qui mettent en cause ce fonctionnement de la Ve République. Merci Roland. On passe à notre chronique, donc la politique sur les réseaux. Je n'ai pas répondu pour dernier. Bonjour, comme chaque jeudi. Heureusement. Oh là, c'est pas fini les amis. L'adaptation heureuse. Vous êtes à l'antenne encore. Bonjour, tout va bien? Donc je vous présente Véronique Rey-Soult. Vous êtes, bonjour, vous serez avec nous chaque jeudi. Vous êtes directrice générale de Dentsu Consulting et vous nous résumez la campagne sur le net, ce qui s'y passe et... Quel suspense! Qu'est-ce qui s'est dit cette semaine? Qu'est-ce qui domine cette semaine? Évidemment, c'est un certain François, non? Un certain François. Disons, si on regarde quel est le candidat parmi les 5 premiers dont on a le plus parlé sur les réseaux sociaux, grande surprise, celui dont on parle le plus, c'est François Fillon, qui, en part de voix sur les réseaux sociaux, est à 39,5%, ce qui représente quand même 585 000 messages, donc on peut dire qu'on en a beaucoup parlé. Celui qui arrive en dernier, c'est Benoît Hamon, avec 8,8% des parts de voix, soit 130 000 messages, soit plus de 450 000 messages de moins que François Fillon. Oui. Donc après, vous allez me dire, la visibilité, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que on peut en parler en négatif. La réalité, c'est que quand même, la visibilité, ça a un sens. C'est-à-dire, quand on parle de vous à cette période-là d'élection, c'est quand même important sur les réseaux sociaux de savoir qu'il y a des messages, des pour, des contre. Et globalement, si on regarde ce qui s'est dit sur François Fillon cette semaine, dans ces fameux 585 000 messages, c'est plutôt négatif. C'est beaucoup autour de l'affaire des costumes, évidemment. Étonnamment, la mise en examen est moins citée que l'affaire des costumes qui fait plus parler. Et puis, on a quand même beaucoup de Fillon président comme expression qui ressort parce que voilà, les sympathisants et les militants LR ont envie, malgré et envers tout, de soutenir leur candidat. Donc, finalement, l'argument, c'est Fillon président. Voilà. Sans parler ni des cravates ni des costumes. Voilà. Le site des classements aussi, de la visite des sites donne aussi une indication dans cette Oui, parce qu'en fait, là, campagne. Sur les réseaux sociaux, ce sont donc, on va dire, tous les commentaires de l'actualité. Après, quand on regarde finalement la fréquentation et les visites sur les sites des candidats, c'est une autre indication intéressante. Pourquoi? Parce que je ne vais pas sur un site de candidat par hasard. Si j'y vais, c'est que ça m'intéresse, c'est que je veux savoir ce que dit ce candidat, quel est son programme. Et on voit que cette semaine, c'est effectivement En Marche, le site de En Marche qui arrive en premier en termes de consultation, suivi de Jean-Luc Mélenchon qui n'était pas, vous voyez, en visibilité le deuxième. Il arrivait juste avant Benoît Hamon. Donc on voit bien qu'il n'y a pas forcément toujours une corrélation entre les deux. On ne parle pas de vous, mais on s'intéresse à vous. Donc on peut dire que cette semaine, En Marche et Jean-Luc Mélenchon ont réussi à susciter en tout cas un intérêt. Ouais. Mais intérêt ne veut pas forcément dire adhésion. En tout cas, je vais regarder le candidat qui est le plus, on va dire, le moins pas connu, mais on se demande quel est cet objet. Il suscite une curiosité, c'est clair. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que globalement, pour savoir si une campagne sur le net fonctionne bien, il y a un certain nombre d'indicateurs très complémentaires les uns des autres. Donc la visibilité, on l'a vu. Il faut regarder aussi la curiosité, c'est-à-dire de quoi on parle. Et il faut aussi, quel est l'intérêt que vous suscitez. Il faut regarder le contenu, évidemment, et il faut regarder l'engagement, qui est quand même une clé aussi très importante. L'engagement, c'est donc toutes les personnes qui reprennent le message d'un candidat, qui le like, qui le partagent, qui le commentent. Et c'est un signe important dans une campagne, comme quoi vous avez des gens qui vous soutiennent, qui essayent de faire passer vos messages. Et c'est une façon de y militer, et c'est une façon d'essayer d'aller convaincre les neutres et les... Alors justement, sur ce qu'on pourrait appeler de la propagande, c'est-à-dire les sites qui sont visités, mais qui comptent pour les candidats, c'est, je crois, Marine Le Pen qui est le plus... aujourd'hui, c'est celle qui engage le plus lourd. Ouais, c'est celle qui engage le plus. C'est celle qui a... d'abord, elle a une base de fans et de followers assez importante, plus importante que tous les autres candidats. Et puis surtout, c'est celle dont les messages sont le plus repris. Après, le fait qu'ils arrivent à pénétrer des sphères plus neutres, c'est un autre sujet. Mais pour le moment, en tout cas, en volumétrie d'engagement, c'est celle qui a...
le plus de points et qui marque le plus de points sur le net. Oui, oui. Et ça, comment on peut l'expliquer d'ailleurs? Je sais pas, vous avez une... Je crois qu'on voit ici ce qu'on a vu déjà dans les campagnes britanniques et américaines, c'est qu'il y a chez ces électeurs radicalisés une vraie méfiance à l'égard des élites et notamment des médias. Et ils ont le sentiment que les médias leur mentent. Ils ont donc plus besoin que les autres d'aller vers ces réseaux sociaux où ils sont plus au chaud dans une idéologie qui est très reprise, où on peut se parler entre soi, on peut échanger non seulement des messages d'approbation, mais des messages qui sont jugés informatifs. C'est les fameux faits alternatifs américains. Ils ont là l'impression de rétablir la vérité. Alors, ils veulent aussi interpeller les politiques seuls, sans le filtre des journalistes. Alors, sans le filtre des journalistes, en tout cas, aujourd'hui, les citoyens, ils ont envie de parler, ils ont envie de rentrer dans la vie politique. On voit, il suffit de regarder le nombre d'émissions politiques et les audiences qu'elles font pour voir que ça intéresse les Français. Et en fait, il y a un courant qui s'appelle la Civitech, qui a été lancé en France il y a 3 ans, qui sont en fait des tas d'applications, des tas de sites qui proposent aux citoyens de rentrer dans la vie de la cité et de pouvoir discuter et interpeller. Je vous en ai sélectionné 3 pour vous donner des exemples. Il y en a un qui, par exemple, s'appelle Vox, qui permet aux gens d'aller regarder les programmes et de comparer les programmes politiques en ligne. Vous avez un autre site, par exemple, qui s'appelle Vérité politique, qui va bien dans les tonalités actuelles, puisqu'en gros, la promesse, c'est ça évalue le degré d'honnêteté des élus et des partis politiques. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des évaluations qui viennent des internautes, qu'ils partagent, qui font que chacun apporte ses éléments de fact-checking. Et puis, vous pouvez interpeller les candidats, vous pouvez leur parler directement et leur poser des questions. Et puis, le dernier, je vous ai sélectionné, c'est Gov. Gov, c'est une application qui permet à chacun de donner son opinion et éventuellement de rentrer dans le débat en suggérant des sujets et des débats. Donc on voit bien que, et j'en ai sélectionné que 3, il y en a pléthore, c'est plus une façon et une tendance aujourd'hui où le citoyen a envie d'interpeller, de rentrer en discussion, et c'est un sujet où il faudrait que les politiques en prennent un peu plus compte, et ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et évidemment, si on faisait un comparatif entre 2012 et 2017 de cette campagne, aujourd'hui, les réseaux ont pris une... Voilà, c'est que en 5 ans. On disait déjà en 2012 que c'était un sujet, la campagne allait être en ligne. La réalité, elle ne se passe pas que en ligne. Mais par contre, ce qui est vrai, ce qui a changé, c'est qu'en 2012, les réseaux n'avaient pas la force qu'ils ont aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez une tribune directe, un moyen d'expression. Et puis les citoyens, aujourd'hui, ils ont vraiment envie de transparence, ils ont vraiment envie de rentrer en conversation. Et ça, c'est une donnée vraiment nouvelle qui n'était pas là en 2012. Il y a une contradiction entre l'envie de transparence et l'envie d'être dans l'entre-soi qu'on peut voir dans la Fillon-sphère ou dans la Le Pen-osphère, peut-être dans la Hamon-sphère, ça ne tourne pas comme il faut, dans la Mélenchon-sphère. Il y a à la fois les vrais supporters qui ont envie d'être entre eux pour ne pas être dérangés par des vérités contradictoires, et en même temps une revendication, mais c'est un peu ce que se racontent les gens de transparence. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait envie de transparence du côté des gens engagés. J'aurais pas le temps de vous répondre là. Je pense que les militants sur Internet ressemblent aux militants que j'ai toujours connus. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est 2 fonctions, mais on en reparlera une autre fois. Merci à tous. Merci Véronique. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous 3. Et je rappelle le titre de vos livres respectifs. Donc Roland Quérol, Les raisons de la colère, l'élection de la dernière chance, c'est chez Grasset. Et puis Claude Askolovitch, donc auteur de Comment se dire adieu chez Lattès sur les socialistes. Des socialistes, oui, on en avait parlé il y a quelques temps. Bon, Gaël, vous avez écrit un petit livre sur Gramsci, vous avez écrit plein de bouquins, mais le dernier, c'est que je crois la graphomanie s'est calmée. Voilà, vous êtes calmé. Merci à tous et on se retrouve donc la semaine prochaine.